Bienvenue à tous et à toutes, comme je le disais, pour cette rencontre exceptionnelle. Juste pour excuser deux de nos invités qui n'ont pas pu venir, les deux invités qui venaient du Brésil, les deux caciques qui, pour des raisons différentes, l'un lié à une situation d'urgence d'actualité, étant donné l'invasion d'orpailleurs, si j'ai bien compris, sur leur territoire, a dû retarder sa venue, et l'autre pour un problème de connexion de vol qui s'est mal placé. Donc voilà, on a le plaisir d'accueillir donc deux représentants qui nous viennent du Mexique et du Kenya. Alors, pour le Kenya, justement, donc je vais présenter Magdalene Setia Katei, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui donc fait partie du peuple Maasai. Donc au Kenya, comme l'a dit Vassili. Elle est directrice exécutive de Emanian Integrated Development Organization, qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté des bergers Maasai, pour la protection des ressources naturelles, des forêts et la faune, contre l'exploitation fermière et contre le changement climatique au sein du département de Kajiado. Elle a travaillé donc avec les communautés Maasai pendant plus de 15 ans et sous l'angle des questions liées plus particulièrement au développement et à l'injustice sociale. Pour le Mexique, plus particulièrement, mais pas exclusivement. Donc c'est Minday Crescenzo Batista Muñoz, lo he pronunciado bien, espero, Bastida, pardon. Et le directeur donc, de l'initiative Original Caretakers du Center of Earth Ethics. Il est coordinateur général du conseil régional Otomi Ñañú, au Mexique, donc gardien de la philosophie et des traditions du peuple Otomi. Il est également responsable de la cérémonie rituelle Otomi depuis 1988. Il est né à Tultepec, donc au Mexique. Il est titulaire d'un doctorat en développement rural de la Universidad Autónoma Metropolitana et il est président du Conseil mexicain du développement durable. Il est membre du comité de pilotage de l'initiative d'évaluation du changement climatique bioculturel des peuples autochtones et il a été délégué à plusieurs commissions et sommets sur les droits des peuples autochtones et de l'environnement. Il a beaucoup écrit sur les relations entre l'État et les peuples autochtones, l'éducation interculturelle, les droits de propriété intellectuelle collectifs et les connaissances traditionnelles associées, entre autres sujets. Gert, lui, est réalisateur, journaliste, photographe, auteur. Voilà, il est engagé pour la protection de la forêt amazonienne depuis plus de 25 ans et la première campagne internationale du cacique Raoni, excusez-moi. Il est fondateur de l'association Planète Amazone qui soutient des peuples autochtones dans leur combat international contre la déforestation et a organisé de nombreuses campagnes de terrain et de sensibilisation, dont 3 tournées internationales avec le cacique Raoni. Donc voilà les... de cette alliance. Oui, non, je voulais juste rajouter parce que j'y tiens beaucoup. Je suis membre du comité exécutif de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, comme les deux autres invités aussi. Puisque justement, ça va être en fait notre point de départ, puisque c'est ça la raison pour laquelle on est là notamment, c'est parce qu'il y a cette alliance. Et très bien, on m'a tendu une perche. Donc l'idée, ce serait de commencer par la présenter justement, cette alliance. De quoi s'agit-il? Je me permets de passer la parole et éventuellement... D'accord. Alors, bonjour à tous. Donc l'Alliance des gardiens de Mère Nature, c'est un mouvement qui est né officiellement en 2015. Par exemple, Minday est un des membres fondateurs de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Comment c'est né? En fait, je travaille depuis fort longtemps avec le cacique Raoni, le chef Raoni, et l'ayant accompagné voilà, dans ses combats, le combat contre le barrage de Belo Monte et d'autres combats. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand il m'a sollicité pour l'aider à réunir, en fait, dans une alliance originale, des leaders indigènes, traditionnels, spirituels. Il y avait déjà un circuit qui existait de leaders autochtones qui font partie maintenant, même s'ils n'ont pas beaucoup d'espace, des négociations de l'ONU. Mais ce sont des leaders un peu spécifiques qui ont déjà des hauts niveaux d'études, qui savent rentrer dans les mécanismes de l'ONU. Et donc, j'ai été touché par cette idée du chef Raoni de vraiment vouloir à la fois associer donc, ces leaders traditionnels du monde entier, mais aussi les connecter à ces défenseurs de la planète que le cacique Raoni avait rencontrés lors de ses voyages. Ça peut être Nicolas Hulot, après je vais présenter Paul Watson, d'autres, etc., etc. Donc, on a travaillé quand même pas mal de temps avant vraiment de le lancer. Ça a pris à peu près 2 ans de voyages et de discussions. Et donc en 2015, on a réussi à venir avec un draft de base pour pouvoir proposer dans un temps extrêmement court à une 60aine de leaders indigènes et de représentants de pouvoir aboutir à un premier texte
pour commencer à nous souder autour de propositions qui n'étaient pas représentées par les textes officiels de la COP21. Donc on a réussi à le faire et le texte a été délivré dès le lendemain à Ban Ki-moon et je crois 2 jours plus tard à François Hollande qui était donc le président accueillant la COP21. Ça a permis de donner, et ça je remercie quand même Nicolas Hulot sur cette histoire, je dis moi aussi quand même, ça c'était important parce qu'il nous a permis de pouvoir en tout cas expliquer à François Hollande et à d'autres que ce canal-là, ce nouveau canal-là qui s'ouvrait était un canal complémentaire et important. Donc le document a été reçu avec la même valeur que le document de travail du caucus autochtone qui lui avait suivi le circuit des rendez-vous de l'ONU pendant des mois. Et donc suite à ça, a été organisé quelques mois plus tard un appel au financement participatif qui a permis, grâce à des artistes comme Bernard Lavillier, Pierre Richard, Nicolas Hulot encore une fois, ou Paul Watson, de recueillir beaucoup de fonds en fait. Ça a eu un succès fou. On a recueilli plus de 200 000 euros, ce qui est beaucoup, mais en fait ce qui n'est pas énorme non plus quand vous voulez faire un rendez-vous international. Réunir 200 leaders indigènes de 25 pays avec aussi leurs alliés. Et on a réussi à faire ça. Et on a même fait plus que ça parce qu'avec les partenariats qu'on a réussi à sceller, on a gardé un peu d'argent pour pouvoir promouvoir cette déclaration qui était née à Brasilia, histoire que l'aventure continue. Et aujourd'hui, avec cet argent, on est encore là, on est en train de finir d'utiliser cet argent pour pouvoir maintenant lancer des projets concrets. Mais ça, c'est Mindaï qui va pouvoir en parler des projets concrets, et Magdeleine aussi. Voilà l'introduction. Pardon, c'était un peu long. Il me semble que peut-être une bonne façon d'avancer aussi dans cette présentation, c'est peut-être d'avancer pas par pas, et de demander à nos 2 leaders du Mexique et du Kenya de présenter aussi comment se posent les problèmes environnementaux spécifiques à leur peuple. Buenos días, buenas tardes a todos. Quisiera en primer lugar agradecer a la Universidad de Caen por recibirnos. Sabemos que es muy significativo estar aquí porque también estamos conectados, es decir, vivimos en este planeta, en esta tierra que nosotros le llamamos Madre Tierra, y lo que pasa en nuestros territorios afecta acá, y lo que pasa acá también nos afecta allá en los territorios. Es decir, estamos enfrentando una crisis de la civilización en conjunto que no tan solo es de ustedes, pero también es nuestra. Y eso es importante reconocer, de que estamos interconectados. A la par quiero saludar este territorio, quiero saludar a los ancestros, honrarlos. Y cuando hablamos de ancestros no tan solo nos referimos a los seres humanos, hablamos de las plantas, los animales, las montañas, hablamos de los ríos, hablamos de los arroyos, porque también ellos son nuestros ancestros y gracias a ellos estamos aquí. Nosotros somos el reflejo del pasado. También quiero saludar a los espíritus que habitan y han habitado estas tierras, porque esos espíritus también están relacionados con nosotros, son los que nos dieron el soplo de la vida. Yo vengo del centro de México y en el centro de México habemos muchas culturas, muchos pueblos. Dentro de esos pueblos está el pueblo otomí tolteca, del cual yo soy descendiente y de una religión o de varias religiones, sino también hemos sufrido un ecocidio, hemos sufrido etnocidio durante más de 500 años. Y sobre todo, lo que hemos enfrentado es de que los sitios sagrados, nuestros sitios sagrados han sido desacralizados, han sido mancillados, y aunque en algunos lugares los sitios sagrados se han anidado en las áreas naturales protegidas, muchas veces no tenemos acceso a los sitios sagrados. Por eso, cuando nosotros nos unimos a la Alianza de Guardianes de la Madre Tierra Naturaleza, fue un momento clave porque dentro de la declaración estamos impulsando la protección
de los sitios sagrados bioculturales. Tenemos muchos problemas, pero quiero enfocarme también a decir que a pesar de los problemas que tenemos, a pesar de lo que nosotros enfrentamos, quiero decirles que estamos en resistencia. Quiero decirles que no hemos dejado de hacer el trabajo que nos corresponde, el trabajo del cuidado de la vida. En nuestros territorios, que muchas veces no están reconocidos legalmente, los mantenemos de una manera colectiva. En nuestros territorios está la mayor biodiversidad del mundo. El último reporte muestra que el 80% de la diversidad biológica se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas del mundo. Pero quiero ser enfático, quiero decir que ahí donde los ecólogos le llaman hotspots, a los mayores lugares donde está la diversidad biológica, también está la mayor diversidad cultural. Decir también, este trabajo que nosotros hacemos como pueblos originarios es un trabajo fundamental para el cuidado de la vida, porque nosotros pensamos de una manera de vivir con la tierra, no de la tierra. Hay una diferencia fundamental filosófica y por ello el trabajo que hacemos es mucho trabajo para cuidar lo que es la vida y necesitamos que se reconozca en el mundo, que se reconozca no tan solo a nivel político, sino a nivel legal. Por eso pedimos a los gobiernos democráticos, a los gobiernos como el gobierno francés y a los grupos de amigos de los pueblos indígenas del mundo para que se reconozca y se firme el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos originarios. Estamos hoy enfrentando una grave crisis que es una erosión biocultural. Esta erosión biocultural atenta no tan solo con la vida de los seres humanos, atenta contra la diversidad biológica y atenta contra la diversidad cultural del mundo. Por eso, hoy queremos decirles a ustedes de que nosotros los pueblos ya no podemos hacerlo solo, ya no podemos hacerlo solos. Por eso pedimos el apoyo de todos. Ustedes tampoco lo pueden hacer solo, los gobiernos tampoco, pero todos juntos podemos hacerlo. Decimos nosotros que la madre tierra tiene una calentura, está caliente, se está calentando. Los científicos dicen que es el cambio climático, otros dicen que es la crisis climática y otros tantos la niegan, aunque hay evidencia científica. Pero nosotros en las comunidades sabemos que está ocurriendo, sabemos que esta es una enfermedad que está padeciendo el planeta en donde vivimos. Nosotros reconocemos a los elementos de la vida, a los 4 elementos de la vida como sagrados. Los elementos de la vida en el mundo económico, en el mundo político, social, se les conoce como recursos. Pero la verdad es que el agua no es un recurso. El agua es un elemento sagrado de la vida y por lo tanto se le tiene que cuidar y se le tiene que honrar como tal. Necesitamos una tierra limpia, necesitamos una tierra sana, necesitamos un aire limpio que se pueda respirar, los que son. ¿Por qué los seres humanos somos criaturas que no nos comportamos para cuidar lo que nos da vida? Debemos dejar esas filosofías, esas maneras de ser que ponen al ser humano por encima de otros seres, como si fuéramos el pico de la creación. Eso es una gran mentira. Lo que estamos viviendo hoy en día, este dominio por lo que nos da vida, y luego todavía hay mentiras, falacias con lo que es el desarrollo sustentable
que se fundamenta en una economía saqueadora, una economía que está basada en el crecimiento económico y que no tiene fin. Tenemos que repensar los estilos de vida, no tan solo aquí en Occidente, sino en todas partes del mundo, porque estamos sufriendo las mismas consecuencias. Las personas como las instituciones que no cuidan la vida deben cambiar, y aquellas instituciones que no están en transición deben aniquilarse, deben desaparecer. Nosotros tenemos profecías. Está la profecía del cóndor y el águila. Está la profecía de que es momento de juntarnos para hacer ese trabajo en conjunto, porque ha llegado el tiempo de nuestra voz, ha llegado el tiempo nuestro. Ya nada ni nadie hablará por nosotros, ni se sentarán a discutir qué harán con nuestras vidas. Esta es nuestra oportunidad de trascender, es la oportunidad de que estemos juntos ante un problema muy grave. Es el problema que tenemos de origen y que es el problema humano, porque ninguna otra especie de la creación, ninguna otra especie es problema, pero nosotros somos un problema. Nosotros somos el problema, pero también podemos ser la solución. Por eso, la Alianza de Guardianes de la Naturaleza es una alianza que invita a todos ustedes a reunirse, a fortalecer la familia, a fortalecer la comunidad, a fortalecer el bello planeta en que vivimos. Y agradecemos mucho que haya estos foros en la universidad con pensamiento libre, con pensamiento que nos haga pensar cuál es nuestra misión, nuestra presencia en esta vida. Si la vida que ustedes llevan no está en el cuidado de la vida, entonces deben cambiar. Por último, pero no menos importante, es no solo pensar en las generaciones que vienen, sino pensar en nosotros ahora. Porque pensamos en la equidad intergeneracional desde un pensamiento antropocéntrico, pero no es suficiente. Tenemos que pensar no tan solo en qué mundo le vamos a dejar a las próximas generaciones, sino debemos de pensar qué generaciones le estamos dejando al mundo. Merci beaucoup à tout le monde. My name is Magdalene Kaite. I come from the Maasai community in Kenya. I'm here to represent the Alliance of Mother Nature. I'm also here to represent the Maasai community and my country, Kenya. Maybe to begin just my brief is that God gave us a perfect planet. But because of our individualistic nature, we've been able to tamper with that planet. And across the world, we are now suffering the wrath of Mother Nature. It could be, to some people, it could be extreme heat, extreme floods, or extreme drought. To others, lack of water, lack of food. In Kenya specifically, we have one major forest. It's called the Mau Forest. And over time, we have not taken care of the Mau Forest. We have destroyed it, I mean, as the people of Kenya. Human activities like logging, for construction, through farming and, getting extra land and space for human beings. This forest, this is where this is the source of more than 10 rivers in Kenya. And because of this kind of destruction, now water is not flowing in the rivers. And this is such a big challenge because people living upstream and downstream are suffering because of lack of water.
the livelihoods of farmers and pastoralist communities are affected across the board. Children, young and old, are affected across the country because of the destruction of the Mao forest. At the moment, the government have realized, though a little bit too late, that we really need to save the Mao forest. So we are taking a collective action where everybody has to be involved in the saving of the Mao forest. This means everyone has to be involved in saving back and restoring the glory of the Mao forest and other forests, so that we restore back the life of human beings back to course. The challenges, the environmental challenges, may vary from community to community or country to country, but all of us are connected together by nature. And our actions may either support or deter the efforts to make this world a better place to live for us and the future generations. In Kenya, annually, we are looking at a situation where we can plant 2 million seedlings within the Mao forest, so that we can bring back nature back to course, so that we stop facing the wrath of nature. We are also trying to reach out to young children to tell them that we can join the efforts of conservation, because they are the future generations and the beneficiaries of our present actions. As members of the Alliance, we are calling people to join hands and, to have collective action across the world to address challenges that are relating to forests. Because the effects of climate change, the wrath of nature, is catching up with all of us across the world. And it is a high time that we begin thinking not only of us in our own actions, but us and the future generations. So we are calling forth governments across the world to ensure that we put forth policies and enact policies that will be able to promote the conservation of this forest, so that the survival of us and the future generation will be guaranteed. Just to conclude, as an individual, you can join this cause. In your own way, you can contribute to a better planet more than what you found. You can make a world a better place through your own individual or collective actions. And we are happy to be here, and thank you for inviting us. Thank you. Alors, comme on a prévu que ça soit un espace d'échange avec la salle, puisque ça va suivre avec un documentaire qui lui-même sera plus spécifiquement sur les questions amazoniennes, je vous invite d'ores et déjà à adresser directement vos questions. Et puis, si ça ne vient pas, on amorcera la chose, mais si ça pouvait venir de la salle, ça ne serait pas plus mal. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Chloé, je suis étudiante en Master 2, Concertation et Territoire en Transition sur un petit campus qui a été créé il y a 6 ans pour les Canets qui ne le savent pas encore, qui est une antenne de Sciences Po Rennes. On s'intéresse notamment aux questions des transitions et de la protection de l'environnement. Moi, j'aimerais vous remercier pour les témoignages. J'ai 2 choses. La première, c'est sur le flyer. Je vois qu'il est fait mention de la création d'un droit des générations futures. D'après ce que j'ai compris jusque-là, il existe déjà le droit des générations futures, et j'aimerais donc savoir dans quel... alors, est-ce qu'il y a des actions, par exemple, dans les pays respectifs de nos invités qui ont été menées en justice contre les gouvernements, par exemple, comme ça a été fait aux Philippines ou ailleurs, ou comme c'est en train d'être mené dans d'autres pays? Quiero hacer hincapié que México ha firmado el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, aunque el artículo 2 constitucional de la Constitución mexicana reconoce la diversidad cultural que se fundamenta en los diferentes pueblos que existen en México, que son 68, y que aunque hay un avance ya desde 2007
en que las lenguas locales, las lenguas ya son lenguas nacionales, ya se reconocen no tan solo el español como la lengua oficial, sino ya las lenguas nativas también se reconocen como lenguas oficiales. Han habido avances, sin embargo, no hay una legislación, una normatividad para que se reconozca a los pueblos como sujetos de derecho. Solamente se nos ha reconocido como entidades de interés público. Y eso es como cuando se reconoce que hay una tienda de abarrotes o un comercio sin tener los derechos colectivos. Respecto de la pregunta que dices sobre la cuestión del reconocimiento de las generaciones futuras, antes de la Constitución del Estado Nacional de México y antes de la Constitución de México como una colonia de la Nueva España, de España, como 3 siglos duró como el país como la Nueva España. Durante todo ese tiempo nunca se reconoció la diversidad cultural ni tampoco se reconoció el derecho de las generaciones futuras. Anteriormente a la colonia sí se reconocían los derechos de las generaciones futuras y se honraba a los ancestros. No tan solo en México, pero en todas las Américas se reconocía que se tenía que cuidar al menos 7 generaciones, o se tenía que planear a las 7 generaciones futuras. Pero recordemos que nosotros también somos 7 generaciones. Esta generación que ustedes están, nosotros somos 7 generaciones también. Fue en 2015 cuando la Ciudad de México estrenó una nueva legislación y por primera vez se reconocen los derechos de la naturaleza y los derechos de la madre tierra en una constitución local en México. Tenemos 2 constituciones en las Américas que reconocen los derechos de la tierra y los derechos de la naturaleza, que es la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador. No tiene más de 10 años, 2009-2010, pero no con ello quiere decir que está resuelto. Sin embargo, se está aprendiendo en el camino. Acabamos de escuchar lo que acaba de ocurrir con nuestros hermanos en los Andes, en Ecuador, donde hubo muertos porque hubo paro, ya que las políticas del Fondo Monetario Internacional siguen latentes, como siguen latentes hoy en el grave problema que está ocurriendo en Chile. Sabemos que estos sistemas están caducos, sabemos que esos sistemas ya no dan para más, sin embargo, todavía están afectando la vida de los seres humanos y de las demás especies. Es necesario luchar, es necesario que pongamos el corazón y pongamos a la acción. No queremos esperanza, queremos acción, porque la casa está en llamas. Merci. In Kenya, the Constitution of Kenya 2010 recognizes the rights of indigenous communities and biodiversity and cultural diversity. But advocacy is ongoing to ensure that we have laws that are enacted within the country for the indigenous communities to enjoy their rights within the Constitution, so that their territories and their lands are conserved accordingly. So the fight for indigenous communities continues across the board. Je voudrais complémenter par le fait que la France, puisqu'on est français ici,
ne reconnaît pas les peuples autochtones. Et je voulais particulièrement le souligner parce que dernièrement, nous avons le président Macron qui se pose au niveau de la diplomatie internationale comme le sauveur de l'Amazonie et le sauveur des peuples autochtones. J'entends que ça en fait rigoler et ça nous fait rigoler aussi. Mais ce qui est un petit peu moins drôle, c'est que vous savez que nous avons des peuples autochtones en Guyane française, nous en avons aussi en Nouvelle-Calédonie, et que pour la République française, les peuples autochtones, ça n'existe pas. Il se réfère pour cela à l'article 1er de la Constitution qui est la République est une et indivisible, en omettant de préciser que à la création de cette Constitution, donc par les équipes du général de Gaulle, cet article qui parlait de République une et indivisible n'était pas formulé de cette manière-là. Donc ça a été inventé par la suite. Donc ça a été une adaptation justement pour pouvoir contrer cette envie de décolonisation bien légitime qui existait à travers le monde. Cette forme d'imposture, ainsi que les fausses solutions qui sont mises en place par les États pour pouvoir contrer le réchauffement climatique ou protéger les forêts. Par exemple, à l'intérieur de l'Alliance des gardiens de mer nature, nous dénonçons la conception de marchandisation de la nature, notamment par le déploiement de projets de compensation carbone, en disant que ce n'est vraiment pas une solution appropriée. Tant que nous accepterons ces formes d'imposture-là, nous serons en danger, nous continuerons à être en danger. Donc aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, on a la chance de pouvoir être informés directement par ces leaders autochtones, par l'Alliance de gardiens de mer nature qui les relie. Et je pense que la rejoindre, c'est aussi contribuer efficacement au changement et à contrer ces formes d'imposture dont je viens d'en souligner une qui est vraiment assez majeure. Je m'appelle Fedora Hélène, je suis journaliste indépendante pour Liberterra. Déjà, je vous remercie beaucoup d'être venu à notre rencontre. Et tous les jeunes que je rencontre aussi, notamment durant les actions faites par Extinction Rebellion, ils me disent tous qu'ils veulent, comme vous venez de le dire, des actions immédiates. Ils me disent, ça suffit les débats, maintenant on veut vraiment des actes. Et que pourriez-vous demander au gouvernement français comme acte concret et immédiat pour protéger notre planète? Merci. Una de las cosas que urgen en este momento y que no tan solo le pedimos al gobierno francés, sino a los gobiernos del mundo, es que pare la guerra. Pare la guerra tanto física como material y espiritual. En nuestras comunidades se están imponiendo reevangelizaciones, no tan solo de la doctrina cristiana, sino de otras doctrinas que atentan contra las cosmovisiones y las prácticas espirituales de los pueblos. Segundo, es que se tienen que firmar acuerdos vinculantes, comprometerse en corto plazo, urgente, para que las emisiones de gases de efecto invernadero paren, porque no podemos soportar el incremento ni de medio grado centígrado más, ni de 1, porque aquí los más afectados son los pobres de los pobres, que son los pueblos originarios y sobre todo los que viven en islas o alrededor de los mares, Près de la mer. También quiero decirles que es también urgente para que los gobiernos democráticos se unan y paren todas las prácticas ecocidas y que se mencione el ecocidio como una lesa humanidad, una lesa contra la madre tierra, porque está atentando contra la vida. Que se ponga el ecocidio como una atenta contra la vida, que se legisle sobre el ecocidio, porque no es posible que se sigan envenenando los ríos, se sigan envenenando el aire, se sigan envenenando los alimentos y se sigan envenenando las vidas de los humanos y de otros seres. Por último, y no tan solo eso, pero más importante es que también en las currículas de las escuelas desde nivel básico hasta nivel superior
debe existir la conciencia de impulsar una educación intercultural, una educación que también sea ambiental, una educación que nos haga conscientes como seres humanos y retomar los principios y los valores éticos como ciudadanos del mundo. Merci beaucoup. What I think is that the governments of the world should begin to embrace environmental conservation more seriously, and not only so, but begin to involve the young generation to be at the forefront of conservation. And this is also the same case to learning institutions, religious institutions, and all institutions across the world, so that we can have a collective approach toward conservation of nature. By so doing, the young people would be able to grow with a conservation consciousness, and all around in their own actions, they'll be able to give back to nature and make the world a better place. It will also be so helpful if institutions, governments, and individuals will direct their resources to projects and initiatives that will save nature or the forest across the world. And as governments, of course, at our own individual countries, they can be able to enact policies that will protect the environment. Finally, in all our actions, nationally or internationally, we can always ensure that we protect the rights of indigenous peoples across the world within their territories. Thank you. Donc, comme encore notre pays se pose, encore une fois, a accueilli la COP21, se pose en changement en champion du changement, de la lutte contre le changement climatique. Une des choses qui pourrait être évidente, en tout cas pour nous, c'est de passer vraiment à l'action en ce qui concerne les énergies fossiles. Et pourquoi pas demander au président Macron de demander au niveau international de transférer toutes les subventions qui sont données pour les énergies fossiles, qui dépassent tout l'argent qui est utilisé pour la santé dans le monde entier. Et ça, c'est le FMI qui le dit. Pourquoi pas le mettre justement dans les programmes dont parle Magdalène, pourquoi pas les mettre dans des programmes de recherche. Et s'il y avait par exemple une demande spécifique à faire auprès encore une fois de Macron, puisqu'on parle des forêts, qu'on parlait aussi beaucoup de l'Amazonie qui brûlait et qui a d'ailleurs continué de brûler quand les feux des projecteurs, et brûle encore, se sont éloignés. Pourquoi pas de l'action immédiate. Et l'action immédiate, c'est par exemple bloquer toutes les importations de soja, mais ce qui n'a pas été fait, et qui serait une réaction logique, puisque ce sont les cultivateurs, les grands producteurs qui ont délibérément brûlé la forêt, et qu'on sait que ce sont des incendies criminels. Donc ça aurait été une action cohérente. Mais évidemment, ce n'est pas ça qui a été proposé. Et juste, je voulais ajouter que, comme le disait d'ailleurs Ban Ki-moon, quand on a donné notre texte la première fois et qu'il était sur le point de quitter le secrétariat général de l'ONU, il nous a bien fait comprendre que sans l'action citoyenne, il n'y a jamais rien qui bougera. Donc tout ça, c'est bien beau de faire ces demandes-là, pour pas que ça reste des vœux pieux. C'est vraiment pour ça que c'est important de comprendre que ces mouvements comme Extinction Rébellion ou d'autres mouvements de la jeunesse sont très importants. Et eux-mêmes rentrent en contact avec les leaders indigènes parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin d'avoir ces informations-là et ce soutien-là aussi. Donc sans action citoyenne, il n'y a rien qui bouge. Ça, vous le savez déjà. Dans notre malheur, quelque part, on a beaucoup de chance que ces représentants autochtones, qui représentent des gens dont on a détruit la culture pendant des siècles et des siècles, nous offrent leur expérience de résistance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où nous allons entrer tous en résistance, en fait. Tous les citoyens de la planète qui vont être menacés par les changements climatiques ou l'effondrement de notre modèle de consommation ou de développement vont devoir entrer en résistance.
Et eux, ils ont, par exemple, ceux d'Amérique du Nord ou du Sud, ils ont déjà 500 ans d'apprentissage de cette résistance. Donc ils ont beaucoup à nous offrir. Beaucoup sont dans la résilience et ont passé des caps qu'on ne peut pas imaginer. Donc aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir être à leur côté et bénéficier de leur savoir et de cette instruction qu'ils sont prêts à nous donner est une chose tout à fait formidable. Et une des choses que nous, personnellement, qui ne sont pas connectés encore à la Terre dans notre quotidien, ce qui est mon cas, c'est qu'ils nous incitent à nous rappeler qu'on a tous une part d'indigène en nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des recherches sur leur ADN pour pouvoir savoir d'où ils viennent. Et on apprend, j'en discutais avec Paul Watson, par exemple, de Sea Shepherd, qui savait qu'il avait du sang français, il ne savait pas qu'il avait aussi du sang indien. Et il a appris par sa fiche là, qu'on lui a renvoyée qu'il avait du sang indien d'Amérique du Nord. Et une des choses vraiment qu'on a appris, nous qui travaillons à leur côté dans cette alliance, c'est qu'on doit se reconnecter avec notre part indigène. Elle existe encore, elle est peut-être enfouie au fond de nous, mais l'amour en fait de la terre-mère, c'est quelque chose que les enfants ont de façon spontanée. Il y a quelque chose, cet amour du vivant. Il y a quelque chose de fondamental aussi, c'est que la déclaration de l'Alliance des gardiens de Mère Nature fait souvent référence aussi aux prophéties autochtones. Et ce qu'il y a de puissant dans ces prophéties autochtones, c'est qu'elles sont totalement en train de rejoindre les conclusions scientifiques. Donc c'est quelque chose de fondamental et de très inspirant. Je voulais le souligner parce que en discutant, et c'est la chance qui nous est donnée quand on rejoint cette alliance, de pouvoir discuter avec des leaders de tous les continents. Et surtout, je me rappelle d'un moment qui était dans cette grande assemblée là, de 200 leaders indigènes et leurs alliés. Au moment où ils allaient élaborer cette grande déclaration, ils ont commencé par une cérémonie d'ouverture, en fait, une cérémonie spirituelle. Et pour préparer cette cérémonie spirituelle, nous nous sommes rassemblés avec justement ceux qui voulaient ouvrir cette cérémonie. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on se rendait compte que la façon dont ils parlaient de l'origine de leur propre peuple se ressemblait. Il y a beaucoup de peuples sur les continents qui, par exemple, émettent un petit peu l'idée qu'ont les scientifiques avec l'idée de ces comètes qui amènent des acides aminés pour pouvoir féconder, on va dire, les planètes. Ils disaient qu'eux, ils venaient aussi d'une étoile. Donc ça, c'est assez fondamental. Et ce qu'on retrouve aussi, bien sûr, c'est ces prophéties concernant la fin un effondrement, quoi, et qui est à court terme maintenant. Je pense par exemple à François Paulette, qui est un chef d'Aimé du Canada que Mindaï connaît très bien aussi. Et lui aussi, il arrive à peu près aux mêmes conclusions, enfin très courtes, quoi. Il nous parle même plus en décennies maintenant. Il nous parle en nombre d'années, quoi. Et pourtant, ces gens-là continuent à se battre. Donc on pourrait dire, parce que c'est la question qu'on nous pose souvent en disant mais pourquoi en fait rien n'a bougé au niveau des États puisqu'on le sait depuis 30 ans? Ben, en fait, on le sait très bien que c'est pour des raisons économiques. Par contre, en ce qui concerne les peuples, la conscience réelle, elle arrive depuis peu de temps. Et donc, encore une fois, je répète c'est ce que j'ai déjà dit. D'ailleurs, j'incite les gens à venir voir le film après, parce que ça raconte beaucoup ça. C'est un film de 2 heures qui aussi montre comment on est relié à eux et comment des scientifiques s'alignent complètement sur les savoirs indigènes. Donc, encore une fois, ces personnes-là sont en train de nous offrir une possibilité de pouvoir nous passer à l'action. Et je crois que des idées comme l'écocide ou d'autres, n'attendons pas encore. Il y a des projets qui existent, par exemple, pour faire amender le statut de Rome ou des choses comme ça. C'est très bien que ça existe, mais vous vous rendez compte, c'est pratiquement impossible qu'on arrive par le haut à faire changer les choses. Par contre, par la base, en développant des projets concrets, et notamment, on n'a pas dit encore un mot sur le projet de sanctuarisation des forêts, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un chantier qu'on commence, mais l'idée, c'est par l'application de projets concrets, d'inclure justement ces nouveaux concepts-là juridiques, dont de plus en plus de juristes s'inspirent à travers le monde. On sait qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, une montagne a été reconnue comme sujet de droit, le Gange en Inde a été reconnu comme sujet de droit. Donc le fait de développer un projet de protection des forêts, reforestation, etc., où on ferait
on ferait rentrer ces préceptes-là, et bien ça, c'est des manières concrètes de commencer quelque chose, de passer à l'action avec en plus les citoyens et d'inspirer. C'est comme ça que ça va commencer. Je veux dire, par exemple, l'esclavage, si on prend, c'est comment dirais-je, un scientifique qui prend l'exemple de l'esclavage dans mon film. Je crois que cette partie n'est pas dans le film d'ailleurs, mais il expliquait. On disait à l'époque de l'esclavage, quand des gens appelaient à l'abolition de l'esclavage, on nous disait c'est impossible économiquement. On aimerait le faire, on va dire moralement, mais ce n'est pas possible, l'économie mondiale va s'effondrer. Or, on a bien vu qu'une petite mèche est allumée là, après une autre a suivi, et que l'économie s'est adaptée, elle ne s'est pas effondrée. Et donc là, c'est le même principe. On dit la même chose pour les droits de la nature. On dit c'est beau, c'est important. Hollande disait il y a 5 ans à la COP21, c'est trop tôt. Non, c'est pas trop tôt. C'est juste qu'ils ont peur de faire changer le système. Mais le système va devoir évoluer. Donc, bien sûr, il va y avoir une phase d'adaptation, mais l'humanité s'est toujours adaptée. Les peuples autochtones se sont toujours adaptés. Et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Et cette idée, elle viendra pareil de vous tous qui allez vous connecter à ces préceptes, qui allez retrouver votre part indigène en vous. Vous êtes dépositaire, héritier et transmetteur de savoirs traditionnels. Et en fait, vous indiquez aussi qu'il y a des formes de résonance entre le savoir scientifique et le savoir traditionnel. Et comme en plus d'être dépositaire de ces savoirs-là, vous êtes également des diplômés des universités, je pense, dans les deux cas. Comment vous représentez-vous, vous figurez-vous la place de ces savoirs traditionnels dans les universités, dans la production scientifique concrètement, et la reconnaissance et l'intégration de ces formes de rationalité, non plus comme des objets, mais comme des sujets de connaissance? Tenemos dos posiciones frente a esta situación. Una es que son irreconciliables un modo de pensamiento autóctono y el modo de pensamiento moderno, o lo que le llaman posmoderno. Sí, digo científico, ¿no? Entra en eso, ya. Sí, porque son diferentes maneras. Y entonces, porque está tan alejado el modo de pensamiento autóctono, en donde todo está interconectado, todo está, o sea, nosotros no distinguimos la cultura de la naturaleza. No puede darse la cultura sin la naturaleza. Por eso, cuando pensamos en un sitio sagrado, le estamos nombrando, y cuando llega, por ejemplo, una minera, una corporación minera o una corporación que va a explotar el petróleo y ve allí un lugar para eso, dices, ese no es un templo, es naturaleza, pero para nosotros es sagrado y tiene nombre, es un templo para nosotros. Entonces son dos maneras muy distintas de pensar. Entonces allí esa es una posición irreconciliable, no se pueden juntar, pero hay quienes están apostando por una interdisciplina, una interciencia o una transdisciplina, porque ya sabemos que la ciencia ha parcelizado el conocimiento de tal manera que no se entiende la interconexión que hay en la vida. Y ese es un grave problema, porque al no haber esa interconexión, entonces hay un vacío. Y entonces el actuar de las corporaciones o de la gente en su vida cotidiana no conectan de que lo que yo estoy haciendo aquí al consumir algo que está dentro de un sistema está afectando todo lo demás. Y son productos de la ciencia. Y la tecnología hoy es producto también de la ciencia. Pero la ciencia no es imparcial. La ciencia también tiene una carga, tiene intereses. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Entonces ahora con la transdisciplina que estamos queriendo impulsar,
es una manera, pero eso no nos va a dar resultado si no hay realmente un respeto y un reconocimiento por la sabiduría ancestral. Es decir, se tiene que pasar un proceso por un hacer de la currícula con aquellos que están siendo afectados directamente. Voy a explicar un poco más acerca de esto. Ahora nosotros en esta época tenemos mucha información, mucha. Tienen ustedes sus smartphones, lo que le llaman los teléfonos inteligentes. Y le pican y allí viene Wikipedia. Y cualquier cosa que quieran saber, ahí casi está todo. No está todo, pero sí hay mucha información. Hay mucho conocimiento. Pero lo que hace falta es la sabiduría de la vida. Entonces, por eso, la sabiduría de los pueblos autóctonos, la sabiduría de los pueblos ancestrales es fundamental para la conservación de la vida. Es decir, no es suficiente tener conocimiento, no es suficiente tener información, sino que hay que saber cómo utilizar ese conocimiento para el cuidado de la vida. Por lo tanto, tenemos que transitar a una manera de adquirir el conocimiento distinto. Hay que interconectarnos con el cosmos, hay que interconectarnos con la naturaleza, hay que fortalecer la familia, hay que fortalecer esa relación entre los abuelos y los niños. Hay que fortalecer toda la organización que nos permita sentir esta dignidad como seres humanos. Y la ciencia tiene que pasar ese proceso para no ser una ciencia secas, sino tiene que involucrarse con otras ciencias y unas metodologías y que hablen de conceptos, de ontologías distintas al individualismo, porque el individualismo es lo que nos está matando. Tenemos que ser seres colectivos. El individuo es el problema, porque de allí nace la cuestión antropocéntrica, de decir que yo puedo. En muchas lenguas de nosotros no existe la palabra yo, existe la palabra nosotros, porque es una responsabilidad. Cada uno de ustedes tiene talentos y cada uno de ustedes, y dentro de esta conciencia de la ciencia, es que son talentos, son como un regalo, como decir que ese planeta también fue un regalo. No, no son regalos, son responsabilidades y ustedes tienen que hacerse responsables de su papel en la vida. No tan solo para sí, sino en lo colectivo. Y entonces estaremos transitando a una corresponsabilidad, más allá del yo, del nosotros, de lo nosótrico, en esa relación íntima del ser humano, la naturaleza y el universo. I'm not sure whether I understood your question very well, but how we can tap into indigenous knowledge. My community in Kenya, the custodians of the indigenous knowledge are the elders within the Maasai community. They pass this knowledge to the young people or the next generation through social gathering, deliberate meetings with the young, narrating stories, talking to them, passing on proverbs and so many ways. But in other words, there was a lot of interpersonal communication, which is challenged by the current way of life of so much communicating through social media. It's not really bad, but for us to tap into the other knowledge, we need to ensure that we take a deliberate attempt to learn from the elders, to talk with them, to listen to them,
and to get that information. But otherwise, within any community, if we don't document such information, they can pass on or maybe probably die with the same very, very important information. For example, in doing weather forecast, this is maybe one way where institutions are trying to integrate indigenous knowledge and the scientific approaches. They would invite elders, they would consult elders. What do you think this will become? What, for example, will be the next season? For the longest time, they've been accurate, but initially they were ignored. But they thought then, because of frequent changes in climate, we can no longer ignore them. We need to consult them. We need to talk to them. That's just one way. So in many ways, we can be able to integrate the indigenous knowledge by approaching the custodians of indigenous knowledge with the scientific approaches to solve different challenges in life. The other thing I would suggest is probably promote in the cross-cultural interaction between different countries. Different countries have different knowledge and they are rich with different indigenous knowledge. So, for example, if the students from Kenya can come to this country and learn, there's something they can be able to learn to address the challenges within their own countries. If students or young people within this country can visit another indigenous community, they can be able to learn. And finally, as learning institution, we can attempt to introduce discipline and courses that address cross-cultural issues so that we can do a lot of research targeting indigenous knowledge, because there's a lot of information and a lot of knowledge within the indigenous circles that we can only learn by interacting with them, staying with them, listening to their stories, and tapping into that wealth of information. Thank you very much. Merci